L'invité de la matinale sur NC Première. Et nous recevons ce matin le docteur Dominique Megraoua, pilote du programme Diabète de Nouvelle-Calédonie. Nous le recevons à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. La première partie avec les questions de Nathalie Delay. Bonjour Nathalie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors en termes d'obésité, la Nouvelle-Calédonie est carrément, peut-être pas championne du monde, mais enfin comparée à la France, elle est vraiment une championne. Et qui dit obésité dit diabète. D'une année sur l'autre, le nombre total de diabétiques pris en charge par la CAFAT augmente de près de 6%. Cette progression augure une explosion du nombre de maladies sur les 20 ans à venir. En gros, le diabète coûte, tenez-vous bien, 6,5 milliards chaque année à la CAFAT. Et c'est une maladie qui touche 13 500 personnes. Donc ce matin, vous l'avez dit, nous recevons le docteur Dominique Megraoua, pilote du programme Diabète de Nouvelle-Calédonie, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors, première partie, on va parler surtout de la maladie. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de santé publique et de ce que font nos élus, ce que font les autorités pour lutter contre ça. Alors, un premier point d'abord, définissez pour nos auditeurs les différents types de diabète. Oui, alors vous venez de le rappeler avec des chiffres éloquents. Le diabète, un problème crucial de santé publique en Calédonie. Premier rang en termes d'affection longue maladie, prise en charge à 100% par les caisses et un coût humain et financier faramineux. On distingue deux grands types de diabète. Le diabète de type 2, c'est presque l'ensemble des cas de patients diabétiques puisqu'il représente plus de 92% des patients. Une maladie liée, comme vous l'avez rappelé dans l'introduction, au surpoids, à l'obésité en Calédonie. C'est-à-dire que pour qu'une personne développe ce type de diabète, il faut qu'il conjugue deux conditions. Il faut une fragilité familiale. Ce diabète de type 2, c'est une maladie familiale et des kilos en trop. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie évitable. Si on garde la ligne, malgré une fragilité familiale, on ne sera jamais diabétique. La mauvaise nouvelle, c'est que cette fragilité familiale, elle se transmet de génération en génération et on assiste actuellement à une explosion, véritablement pandémie du diabète sur la planète, la Calédonie en premier chef. Alors le sucre mais aussi la malbouffe sont à l'origine de cette pathologie, entre autres, il y a d'autres facteurs bien sûr, vous allez nous les expliquer, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éduquer les familles ? Au passage, on peut signaler quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints d'obésité et qui vont développer un diabète. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer les familles ? Vous avez raison, donc là il s'agit de bon sens, de retrouver l'harmonie de nos anciens. Pour simplifier les choses, au départ, la prise de poids elle est liée à un excès de la balance énergétique. La balance énergétique, c'est quand les entrées, c'est-à-dire ce qu'on va manger, et les dépenses, c'est-à-dire ce qu'on va bouger, ne sont pas à l'équilibre. C'est-à-dire quand on mange plus qu'on ne bouge, eh bien on va progressivement prendre du poids. Une fois que le poids s'est installé, un phénomène inflammatoire qui va se mettre en marche et l'obésité va rouler pour elle-même et elle va devenir compliquée à contrecarrer. Donc vous avez raison, la principale cible de programme de prévention, ça devrait être, bien entendu, les enfants. Les bonnes habitudes se prennent dès l'enfance. Est-ce qu'on peut dire que c'est automatique, c'est-à-dire une personne qui est obèse ou une personne en surpoids va automatiquement développer un diabète ? Eh bien non, pas tout à fait, puisqu'il faut cette deuxième condition qui est la fragilité familiale. S'il n'y a pas de fragilité familiale, on peut faire 180, 200 kilos, on ne sera jamais diabétique. Malheureusement, cette fragilité familiale augmente en pourcentage dans la population d'année en année du fait de cette transmission de génération en génération par le biais de ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Mais c'est en fait... Pour expliquer l'épigénétique, c'est comment l'environnement va modifier la lecture de notre génome, c'est-à-dire de nos gènes. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie silencieuse ? C'est une maladie silencieuse, pernicieuse les 10 premières années. C'est-à-dire que ce diabète de type 2 ne va pas parler, la personne ne va rien ressentir dans ses chairs pendant une dizaine d'années, le temps qu'à bas bruit, cet excès de sucre dans le sang abîme les artères. Et puis au bout d'une dizaine d'années de non prise en charge de la maladie, les artères abîmées, les grosses artères se bouchant, les petites artères se déchirant, on va assister à une multitude de complications cardiovasculaires. Donc au départ, on a une maladie métabolique, un excès de sucre dans le sang. Et puis l'enjeu devient cardiovasculaire, c'est-à-dire que ce sont ces complications des grosses et des petites artères au niveau des organes nobles qui vont gréver la qualité de vie, mais aussi l'espérance de vie des patients avec des atteintes multiples qui peuvent toucher le cœur, crise cardiaque, le cerveau, attaque cérébrale, les pieds, amputation, le sexe, dysfonction érectile, les yeux, rendre aveugle, les reins, nécessité du fait de l'insuffisance rénale, des séances de dialyse, etc. Docteur Megraoua, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter un patient ?
Alors, bien entendu, il va y avoir des signes, mais les signes vont arriver tardivement. Donc, ces signes, c'est un syndrome polyuropolydipsique, c'est-à-dire que la personne va boire sans arrêt, c'est-à-dire elle va avoir soif sans arrêt, elle va uriner sans arrêt pour que son corps essaye d'éliminer par les urines cet excès de sucre dans le sang. Elle va aussi, dans un deuxième temps, maigrir malgré un appétit conservé, et puis elle va être fatiguée. Une asthénie qui peut aller jusqu'à des troubles de la vigilance, ça peut aller très loin. Est-ce qu'on peut en guérir ? Alors aujourd'hui, on est au bord de la réussite. On pourra bientôt en guérir avec la technologie médicale qui consiste à greffer des micro-pancréas. C'est-à-dire qu'au niveau du pancréas qui fabrique l'insuline, cette insuline, c'est l'hormone qui stabilise le taux de sucre dans le sang pour le maintenir à l'équilibre. Ce pancréas contient des cellules bêta. Et puis ces petits paquets de cellules bêta, on arrive aujourd'hui à en faire des micro-greffes pour pouvoir se substituer au pancréas défaillant. Donc on n'est pas très loin de la guérison. Donc toujours pareil, dans les histoires de greffe, le problème, l'enjeu, c'est le don d'organes. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire face à l'ampleur du phénomène. On a plus de 13 000 diabétiques en Calédonie, donc des donneurs. On en manque bien entendu si la technologie était disponible en Calédonie. Donc l'avenir, c'est la culture cellulaire et la cellule souche. Je voudrais qu'on revienne, que vous nous redonniez les conséquences parfois graves d'un diabète mal soigné ou diagnostiqué trop tard. Voilà, donc les organes sont nourris par le sang arrive aux organes par les artères, et ce diabète, quand il est déséquilibré, quand on ne s'en occupe pas, va progressivement boucher les grosses artères, c'est-à-dire former une plaque. Cette plaque, à l'intérieur du tuyau de l'artère, va être instable, et le jour où cette plaque se déchire, un petit morceau de la plaque va migrer dans l'artère, boucher une artère dans le système un petit peu plus éloigné et entraîner un accident brutal. Donc quand cet accident a lieu au niveau du cœur, c'est la coronaire qui se bouche et c'est l'infarctus du myocarde, donc la crise cardiaque. Quand cette plaque se décroche au niveau des grosses artères du cou qui nourrissent le cerveau, eh bien on va assister à un accident vasculaire cérébral qui conduit à l'hémiplégie, c'est-à-dire qu'on se réveille un beau matin avec la moitié du corps paralysé, on n'arrive plus à parler, il faut des mois de rééducation pour récupérer. Et si ces accidents sont massifs, bien entendu, c'est le cimetière. Quand cette plaque d'athérome se décroche au niveau d'une artère de la jambe, eh bien la migration se fait dans un orteil, on se réveille avec un orteil tout violet. C'est l'artérite qui tourne à la gangrène et puis c'est pour ça on fait appel au chirurgien. Voilà, c'est pour ça qu'il y a souvent des personnes amputées quand elles sont diabétiques. Tout à fait. Au niveau des grosses artères, voilà les dégâts. Quand les petites artères se déchirent, eh bien, ça peut concerner les pieds là encore. Ce sont les nerfs qui vont être abîmés par cet excès de sucre dans le sang. Le signal d'alerte de la douleur disparaît. Quand on se blesse, on a pas mal. L'infection gagne les chairs profondes. Quand l'infection gagne l'os, c'est l'ostéonécrose, la partie est perdue, et là le chirurgien il n'enlève pas l'orteil, il enlève le pied complet. Au niveau des yeux, eh bien, les petites artères qui se déchirent, ça va entraîner progressivement l'installation d'une cécité. Au niveau des reins, le rein qui est là pour éliminer les déchets qui circulent dans le sang, ces déchets s'accumulent parce que le fait de manger, de vivre, de bouger, notre corps fabrique des déchets. Ces petites artères déchirées au niveau du rein, le rein ne fait plus son travail de filtre. Et la machine doit se substituer au travail normal du rein, ou bien, donc ça c'est la dialyse, ou bien on peut proposer aux patients de bénéficier d'une greffe. Donc voilà, toutes ces choses sont d'horribles complications chroniques qui arrivent à distance. Il faut une dizaine d'années de déséquilibre du diabète pour que ces complications s'installent. Mais par bonheur, on peut vivre, je vous rassure, tout à fait normalement avec ce diabète si on le prend en charge.